Cher agent, bonjour. Mon nom est Alexis Dirks, je travaille pour AXA IM. Nous sommes gérants de fonds et entre autres du fonds qui est le sous-jacent du fonds que vous connaissez sous le nom de AXA Invest for P, AXA IM Global High Yield. Quand on va regarder le marché du high yield de façon générale, on voit que c'est un marché, pardon, c'est une source de performance. Misschien opnieuw beginnen hier, denken. Ja, doe maar. Sorry. Even opnieuw beginnen. Cher agent, bonjour. Mon nom est Alexis Dirks, je travaille pour AXA IM, je suis commercial et je vais vous présenter ici le fonds que vous connaissez sous le nom AXA Invest for P, AXA IM Global High Yield, avec comme sous-jacent un fonds que nous gérons chez AXA IM et qui est le fonds AXA World Funds Global High Yield. Quand on regarde le marché du high yield en général, on voit que c'est vraiment une source de performance. Et la performance vient principalement par les coupons. Et on le voit bien sur les deux graphiques à gauche. Quand on voit au-dessus, le return, le price return, comme on dit, donc le rendement qui est généré par l'évolution des prix des obligations. Et en dessous, le rendement qui vient de l'income, qui vient donc des coupons. Donc c'est bien plus important. Et on voit d'ailleurs le résumé en bas à droite. Et là, on voit clairement, c'est le marché américain, mais le marché américain représente 70% du marché global. Et donc, en fait, on voit là le rendement annuel moyen historique de ce marché entre 87 et 2023. Donc, c'est 36 ans, c'est une longue période. Et on voit que l'évolution du prix a apporté un return négatif de moins 0,26%. Le return des coupons, par ailleurs, c'est 8,75 et on arrive à un return total de 8,5. Donc, une moyenne de 8,5 sur 36 ans. Je pense que chaque investisseur signe pour ça. Et donc, pour nous, on voit que c'est clairement important d'augmenter le revenu en évitant les pertes de capital, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Comment est-ce que nous gérons, par exemple, alors nos fonds dans cette classe d'actifs? Eh bien, on a une sélection de crédits par l'influence du bottom-up qui est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'on voit, par exemple, ici qu'on va vraiment chercher principalement des entreprises qui ont des caractéristiques comme, par exemple, des flux de trésorerie prévisibles. Et non seulement prévisibles, mais aussi positifs et positifs d'une année à l'autre. Donc ça, c'est quand même primordial, je dirais. Après, il faut bien voir que forcément, les sociétés dans lesquelles on veut investir, pour lesquelles on veut acheter les obligations, et en fait des liquidités, qu'il y ait plus de liquidités que ce qu'il leur faut pour faire face aux obligations financières. Donc ça veut dire que c'est un free cash flow, c'est un cash flow positif ou des flux de trésorerie positifs. D'autre part, c'est aussi important que la direction de l'entreprise soit favorable aux détenteurs d'obligations. Ça a quand même toujours un avantage. D'un autre côté, quand on va regarder les obligations sur lesquelles on veut se concentrer, on voit qu'il est important pour nous d'avoir un yield qui est adapté au risque. Plus le risque est important, plus on va demander un yield élevé. C'est logique. C'est important aussi pour la prime de risque dans le portefeuille. À côté de ça, par exemple, une liquidité de négociation doit être adéquate ou une prime de rendement pour une liquidité de négociation plus faible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quand on va acheter par exemple une obligation où il n'y a pas eu une grosse émission. Si nous on veut une position importante, on risque d'avoir un effet ou ça risque d'avoir un effet sur le prix. Pareil, si on veut revendre une position qu'on a et où la liquidité n'est pas importante, là aussi on pourra de nouveau avoir un effet sur le prix et on veut éviter ça à tout prix. Tout ça fait que quand on construit le portefeuille, ce qui est très important, ce qu'on va trouver comme caractéristique, on va trouver un taux de default très bas, mais je reviens dessus juste après. Il est important aussi pour nous d'avoir une stabilité ou une évolution positive des notations des obligations au portefeuille. À côté de ça, les sociétés qu'on veut reprendre en portefeuille doivent avoir des besoins en capitaux faibles pour maintenir leur activité, ou s'ils ont besoin de capitaux, c'est important forcément qu'ils aient accès au marché des capitaux. À côté de ça, un dernier point, c'est qu'on essaye de limiter l'exposition aux entreprises dans des secteurs en déclin. Un exemple, c'est par exemple le secteur des télécoms filaires. Là, on sait très bien que c'est vraiment en déclin, donc on essaie d'avoir une exposition moindre dans un secteur pareil. Tout ce processus fait qu'on va avoir de façon naturelle une préférence pour certains secteurs, comme par exemple les secteurs axés sur les services, avec des services d'assistance ou de santé. D'un autre côté, la technologie, avec en particulier les logiciels.
et aussi, par exemple, des industries à faible actif et à faibles exigences en matière de dépenses d'investissement, parce qu'ils auront forcément moins besoin de faire appel au marché des capitaux. D'un autre côté, on a aussi, par notre sélection, des secteurs pour lesquels on va historiquement être défavorable, comme par exemple l'énergie. On trouvera très peu ou presque pas d'obligations du secteur d'énergie dans nos portefeuilles, et pareil pour les métaux et les mines. Et si on va faire un peu un petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, au fait, non, sorry, ik moet hier even. Ofwel moet ik, wat denkt u, moet terug opnieuw beginnen of gaan er gewoon geknippen en plakt worden? Nee, 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 doe maar. Vanaf dit stukje gaan we dan knippen. En zeg gewoon start als je verder de slide wilt beschrijven. Wacht, maar ik zal even hier eindigen. Et donc, voilà donc, les secteurs pour lesquels on est favorable ou défavorable. Et après, je vous ai parlé plusieurs fois justement des taux de default qu'il faut éviter et qui sont très importants. Et ça, c'est très bien illustré sur le slide suivant. On voit ici les taux de default historiques pour le marché high yield global depuis 2002. Donc, c'est un historique de 22 ans. Et on voit que sur le marché global, il y a eu 815 defaults, donc en fait, des faillites. De ces 815 defaults, nous, chez AXA IM, on en a eu 8. Donc ça veut dire qu'on a eu 1%, même moins d'1% du marché global. Et ça a forcément eu une influence importante sur la performance que nous avons eue dans nos portefeuilles par rapport au marché. Et c'est aussi une belle preuve de qualité de l'équipe de recherche chez nous en interne. Alors si on veut résumer tout ça, on voit ici que, par exemple, les taux pour l'instant en high yield sont encore à des niveaux historiquement élevés malgré les baisses de taux qu'on vient d'avoir déjà de la Banque centrale aussi bien en Europe qu'en Amérique. Les coupons sont potentiellement très élevés et le reste encore. Il y a aussi moyen d'avoir une très large diversification. Le marché global s'élève à 1700 milliards de dollars, c'est énorme. Dans ce marché-là, nous gérons plus ou moins 15 milliards et nous avons un track record éprouvé depuis plus de 20 ans. On voit d'ailleurs aussi que pour la diversification, il y a une très bonne complémentarité entre les marchés européens et les marchés américains où il n'y a pas toujours les mêmes secteurs qui sont privilégiés et donc c'est très complémentaire. Et pour revenir sur la gestion des defaults, on voit là que la qualité de notre service, de nos équipes est vraiment très importante et on a moins d'1% des defaults et ça forcément, ça se ressent dans les performances après qui sont très bonnes pour notre portefeuille. Voilà, c'était assez bref, j'espère que c'est très clair. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite beaucoup de chance avec les rendez-vous que vous allez avoir avec vos clients. Merci beaucoup.